9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Soyons honnêtes. Qui n'a pas rêvé un jour de devenir riche comme Crésus? Ce qui devait arriver arriva. J'ai perdu toutes mes crypto-monnaies. Du coup, j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans les crypto-monnaies. Pas avec l'angle de gagner de l'argent fondamentalement. Plutôt même investir dans une certaine vision de ce que peut apporter le numérique. Faut-il voir dans les crypto-monnaies un outil monétaire novateur ou une simple bulle spéculative? Bah oui, la monnaie qui est à la base de tout dans nos sociétés. Nous en parlons autour des crypto-monnaies. Je le disais, en forme de provocation, il y a la fièvre du Bitcoin et d'autres d'ailleurs monnaies et les dérives de ces crypto-monnaies. On va tout vous expliquer. Et la différence par exemple aussi entre crypto et Bitcoin, c'est basique, mais quand même pour bien comprendre les choses, je pense que c'est important de le souligner. Nous sommes avec Louis Tellier qui est journaliste à The Big Whale. C'est un média spécialisé en crypto. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Stéphane Moller aussi, qu'on connaît bien sur Sud Radio, spécialisé en gestion de patrimoine et de crypto également. Bonjour mon cher Stéphane. Bon déjà oui, il faut Louis Tellier différencier Bitcoin et crypto. Le Bitcoin c'est une des monnaies. Des crypto-monnaies, c'est ça. Tout à fait, exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'on différencie Bitcoin des autres cryptos, ce qu'on appelle des altcoins, donc les autres coins? Parce que le Bitcoin, c'est le premier, et en fait, Bitcoin, c'est celui qui est un peu, qui a une assise la plus importante, c'est-à-dire que c'est la crypto-monnaie la plus populaire, et surtout, c'est la crypto-monnaie la plus décentralisée. C'est-à-dire que le Bitcoin, en fait, est tellement populaire qu'aujourd'hui, on parle même aux États-Unis ou dans plusieurs États d'en faire une réserve stratégique, c'est-à-dire en acheter et en faire une réserve stratégique. Et en fait, le Bitcoin est tellement connu, tellement décentralisé, tellement assis que c'est la crypto-monnaie la plus importante et la plus crédible en fait aujourd'hui. Et après, vous avez d'autres cryptos. Donc le premier challenger, j'ai envie de dire, qui s'appelle Ethereum et donc avec sa crypto-monnaie native qui s'appelle l'Ether. En fait, c'est un petit peu le leader des altcoins. Mais le Bitcoin, c'est vraiment la crypto-monnaie. C'est parce que ça a été la première lancée aussi, en fait. Non, pas tout à fait. Non, pas que, parce qu'en fait, c'est la crypto-monnaie vraiment la plus populaire et sur laquelle en fait il y a le plus de crédibilité. C'est pour ça que, si vous voulez, dans l'univers des crypto-monnaies, on a ce qu'on appelle des maximalistes Bitcoin, parce qu'ils considèrent que le Bitcoin, par sa décentralisation et par sa structure, sa robustesse, est la crypto-monnaie la plus crédible. Et donc, en fait, il y a Bitcoin et il y a vraiment les autres. Alors, en 40 secondes, on réexplique ce qu'est la crypto-monnaie. C'est pas comme de l'argent classique qui circule en fait un peu partout et contrôlé par les banques et les États. C'est une monnaie virtuelle, Stéphane. Oui, c'est un support numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on va inscrire des jetons sur ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire qu'en fait c'est sur Internet, une espèce de brin ADN qui va se souvenir de chacune de ces séquences et on va inscrire des opérations sur chacune de ces séquences, ce qui va permettre de s'échanger cette monnaie et de garder chacune de ces séquences gravées dans le marbre. Et c'est d'ailleurs ça qui confère la confiance que l'on peut mettre ou pas d'ailleurs dans le Bitcoin, c'est le fait de pouvoir retracer l'ensemble de ces séquences de façon extrêmement robuste. Mais qui décide de la valeur ? Qui décide de la valeur de l'or? Qui décide de la valeur d'un tableau? C'est le marché. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le prix que je suis susceptible de payer pour avoir un jeton Bitcoin. On va vous donner un exemple très précis. Dernièrement, à l'occasion de l'investiture de Donald Trump, les marchés américains ont fermé. Oui, parce que Donald Trump a lancé sa crypto-monnaie. Alors ça, on en parlera après. J'imagine après, mais c'est peut-être pour reprendre ce que Patrick disait. Justement, en fait, le truc, c'est que les marchés ferment. Donc, par exemple, lors de l'investiture de Donald Trump, les marchés américains ont fermé. Voilà. Les crypto-monnaies, la blockchain, en fait, ne ferment jamais parce que c'est Internet. C'est comme si on fermait Internet. Donc, en fait, ça fonctionne toujours. Et peut-être pour préciser, donc, justement, qui fait le prix? En fait, le prix, c'est purement et simplement le marché. C'est-à-dire que comme ça ferme jamais, on voit qu'il y a des variations très importantes. C'est-à-dire, plus on achète d'une crypto-monnaie, et plus ça monte. Exactement. Alors après, il y a des mécanismes un petit peu plus complexes, mais grosso modo, c'est ça. Plus il y a une pression qu'on appelle acheteuse, c'est-à-dire plus il y a de gens qui achètent, plus la crypto-monnaie monte, plus il y a des gens qui vendent et plus ça baisse. En fait, c'est un reflet de la confiance que les acquéreurs mettent dans chacune de ces cryptos. Plus elle a un vecteur de confiance important, plus il y a d'acheteurs, plus les gens lui confèrent une espèce de réserve de valeur qui est propre au Bitcoin, plus ça va monter. Et à l'inverse, si à un moment elle est décrédibilisée, sa valeur va baisser. Oui, alors pour bien comprendre, c'est vrai que vous avez parlé de l'or, vous parlez en fait de l'argent, de l'euro, du dollar. On sait qu'il y a
9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face autour du Bitcoin. Mais pas seulement, puisque ce Bitcoin est l'une des monnaies, des crypto-monnaies, parce que maintenant il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup, hein, Louis Tellier. De plus en plus. Et donc même millions, Donald Trump, Melania Trump veut lancer ça. Exactement, il y en a eu deux de plus il n'y a pas longtemps. Non mais c'est ça. C'est-à-dire chacun. Moi j'ai envie de lancer ma crypto-monnaie, je lance ma crypto-monnaie. Oui, et alors comment je fais? Alors vous allez. Alors je vais pas citer les outils ici parce que moi les meme coins c'est pas forcément ce que je préfère le plus. Donc un meme coin. Alors ouais, on va justement, donc ce qu'ont lancé le couple présidentiel, ce qu'on appelle des meme coins. En fait, les meme coins, c'est des espèces d'objets de collection que vous lancez sur la blockchain. Et en fait, souvent, à l'origine, c'est une blague. Par exemple, la plus connue des cryptos, enfin des meme coins, ce qu'on appelle le Dogecoin. En fait, cette fameuse tête de chien. Enfin, le coin est représenté par une tête de chien. Et en fait, c'est une blague. C'est purement Internet. Et après, il y a de la spéculation qui se met en place autour. Et en fait, ce qu'a montré le lancement justement de ces meme coins à l'effigie du couple présidentiel, c'est que n'importe qui, comme vous l'avez souligné, peut lancer sa propre crypto. Donc vous avez des outils en 2 secondes. Les gens investissent sur quelque chose qui est virtuel, bien sûr. Tout à fait. Mais les gens placent de l'argent, ça fait monter le placement de cet argent, quoi. En quelque sorte. Exactement. C'est ça. Alors, quasiment tout le temps, il y a rien derrière les meme coins, vraiment. Alors souvent, on dit à tort que les crypto-monnaies c'est du vent, c'est pas vrai. Il y a des crypto-monnaies, il y a vraiment quelque chose derrière. Mais souvent derrière les meme coins, il n'y a pas grand-chose et c'est ça qui fait le risque. C'est un peu le casino, quoi. Oui. Alors c'est un peu le casino. Vous, Stéphane Moller, vous êtes spécialisé justement dans la gestion de patrimoine et des cryptos. J'ai vu que 12% des Français détiendrait des cryptos. Oui, absolument. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je suis toujours méfiant en fait par rapport à les chiffres comme ça. Les chiffres sont justes et la population est très jeune. Oui, la population est très jeune. Oui, alors c'est ça, c'est les plus jeunes. Alors, mais comment fait-on? On vient vers vous de plus en plus aujourd'hui, ou alors finalement un spécialiste, ou alors on va investir soi-même derrière son ordinateur? Non, c'est assez intéressant d'ailleurs. Les gens viennent vers nous pour acheter des actions et des obligations, mais ils sont très autonomes dans l'achat de crypto. Alors évidemment, il y a des fonds de crypto, évidemment il y a des ETF, évidemment il y a des façons qu'ont les conseillers en gestion de patrimoine d'accompagner les gens dans l'achat des crypto-actifs, plutôt réservés aux plus âgés d'ailleurs. Mais les jeunes, ils vont se connecter sur ce qu'on appelle des exchanges, en fait des bourses de crypto, et ils vont créer un compte, et avec leur carte bancaire, ils vont très souvent aller acheter eux-mêmes leurs crypto. Extrêmement facile, ça fonctionne très bien. Mais en revanche, il faut être bien au fait des cours, quoi. Parce que on dit à Bitcoin en tant que tel, je reprends encore Bitcoin, même s'il y en a d'autres, c'est aux environs de 100 000 $. 100 000 $. Bon, à peu près 100 000 €, quoi. Je caricature, mais bon, c'était un peu ça. Donc, vous pouvez acheter une part de Bitcoin, quoi. Alors, ce qu'on appelle une fraction. Ça se décimalise à l'infini, hein. C'est-à-dire qu'on peut acheter un millionième de Bitcoin. Donc, on peut commencer à acquérir des cryptos ou du Bitcoin en particulier, avec quelques centimes d'euros ou quelques euros. Il n'y a pas du tout besoin d'en acheter un entier. Et effectivement, il y a toujours un phénomène un peu moutonnier, où on reparle de ces cryptos quand le Bitcoin vaut 100 000 $. On en parle moins quand il vaut 15 000 $. C'est probablement il y a beaucoup de variations. Oui, ça varie très vite. Et ça varie très fort. Oui, et ça varie très fort. C'est un des aspects d'ailleurs qui montre que ces cryptos et le Bitcoin en particulier n'est pas encore un marché complètement mature. Et c'est là qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui est encore très jeune. Pourquoi ça varie aussi vite? On achète, on vend très vite, Louis Tellier? C'est parce que, comme on l'a vu, il n'y a que 10 à 12% des gens, par exemple, en France qui en ont. Grosso modo, ce chiffre, c'est entre 10 et 20% dans le monde, dans chaque pays. Donc, il y a à peu près, peut-être, si on extrapole, 15% de la population mondiale qui en a. Et donc, comme il y a peu d'acheteurs, et ben forcément, il y a des petites quantités et il y a des gens qui vont être amenés à vendre. Et en fait, c'est un marché, une industrie, j'ai envie de dire, qui est en pleine expansion. Donc, c'est là aussi qu'il y a des opportunités, mais c'est là aussi qu'il faut faire attention parce que il y a effectivement des grosses variations. Et le conseil que moi, je donnerais quand quelqu'un va pour la première fois acheter du Bitcoin, donc que ce soit 100, 200, même 15 € ou 10 €, c'est de tester en fait sa psychologie face à ses montées et ses baisses. C'est-à-dire que sur le long terme, moi par exemple, et peut-être qu'on pourra l'aborder après, mais l'industrie des cryptos, la blockchain, va prendre une part de plus en plus importante dans le futur du système financier mondial. Beaucoup parient, et notamment les États-Unis, et
moi je fais aussi partie de ces gens-là, sur le fait que les infrastructures financières seront sur blockchain demain. Voilà. Alors pas sur la blockchain du Bitcoin, peut-être, pas dans un premier temps, mais donc si vous pariez sur ça, ça veut dire que le Bitcoin, ça veut dire que Ethereum aussi ou d'autres cryptos vont avoir un rôle central. Et donc si vous voulez acheter maintenant, avant que d'autres achètent, et donc avant quand même, ce qui est très important, et j'insiste là-dessus, passer par des acteurs régulés, passer par des conseillers en gestion de patrimoine. Non, mais ça, et surtout, tester votre psychologie face à ça. Achetez-en un peu et ne vendez pas tout de suite. Stéphane Moller, donc il faut vous conseiller quand même de passer. Alors on peut le faire bien sûr sur quelques euros. D'ailleurs, il faut un minimum ou pas, non ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai 15 euros là, avec Jamel et Manu, là, on va investir. Tiens. Aucun problème. Manu, tu ouvres le compte là. Voilà, tu prends ta carte. Évidemment. On va évidemment sur des acteurs régulés en France. C'est très important. Oui. Et est-ce que le public se tourne beaucoup aujourd'hui vers les institutions classiques qui font du placement financier? Non, parce que c'est pas les mêmes. Comme vous, spécialiste en gestion de patrimoine. Non, parce que c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a très peu de banques qui offrent à leurs clients la possibilité d'acquérir des crypto-actifs. Est-ce qu'elles n'ont pas tort ? C'est la grande. Alors, moi, de mon point de vue, oui. Oui, pour l'instant. Mais elles considèrent encore que c'est un système dérivatif et qui leur est concurrent. C'est intéressant d'ailleurs de voir que les banques considèrent que les cryptos sont une industrie concurrente à l'industrie bancaire, ce qu'elles sont sous un certain angle. Et c'est probablement la raison pour laquelle aujourd'hui elles sont un peu réfractaires à commercialiser ces produits. Ouais, c'est ça. Et puis question... où va cet argent qui est investi ? Il reste où ? Il est l'argent de toute manière c'est un peu virtuel, hein, bien sûr, c'est quand on n'a pas des billets en fait. Mais ça va où ? Parce que quand on place son argent sur des produits plus classiques, on sait que par exemple c'est pour aider l'environnement. Il y a des placements en fait comme ça sur de l'investissement, des entreprises, financement. Les crypto-monnaies, l'argent, il va où ? Il sert à quoi ? Il est inscrit sur la blockchain. Et c'est un peu une blockchain, on disait tout à l'heure, c'est un peu comme un brin d'ADN, c'est aussi un peu comme un grand livre de compte totalement infalsifiable. Et donc à partir du moment où il est inscrit sur ce livre de compte que mes dollars, mes euros ont servi à acheter une fraction de Bitcoin, à n'importe quel moment cette opération est réversible au cours qu'aura le Bitcoin au moment, et ça c'est très important, où je veux rendre réversible cette opération. Allez, on va voir aussi dans un instant que les narcotrafiquants par exemple utilisent des cryptos comme machine à blanchir le cash de leurs petites affaires. On va en parler, Louis Tellier, parce que on a vu aussi il y a quelques jours avec l'enlèvement du cofondateur d'une start-up là, à Vierzon dans le centre de la France. Alors maintenant c'est une licorne, c'est vraiment une start-up. C'était une start-up et c'est devenu une licorne, c'est-à-dire qu'elle a plus de valeur. C'est le plus gros commerçant de portefeuilles numériques pour sécuriser vos cryptos. Donc des portefeuilles physiques, c'est Ledger, c'est originaire de Vierzon et c'est l'acteur le plus important pour commercialiser des portefeuilles physiques numériques pour les particuliers. Oui, résultat, donc les criminels s'intéressent à tout ce secteur. Les ravisseurs lui ont coupé un doigt, comme les trafiquants de drogue au Mexique ou ailleurs d'ailleurs pour exiger une rançon. Alors les criminels, les narcotrafiquants s'intéressent de plus en plus donc aux crypto-monnaies. Tout à fait, ils s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, mais c'est une très mauvaise idée parce que comme on l'a souligné, justement, c'est inscrit dans la blockchain et en fait, par exemple sur le Bitcoin, aujourd'hui, on sait tracer un Bitcoin de A, de B, de C. Donc en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, donc David Ballan, qui est un des cofondateurs de la startup Ledger, qui est aujourd'hui donc un succès français, on peut le dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces acteurs ont tenté ces criminels, pas ces acteurs, ont tenté de subtiliser en fait des bitcoins de la crypto. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, en crypto, c'est un espace très communautaire. Des gens ont été au courant, ils ont mis en place de la traçabilité et en fait, les criminels ont utilisé des plateformes centralisées, des plateformes d'échange. Et en fait, les plateformes d'échange peuvent geler des adresses, peuvent geler des comptes. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en partie. Autre point aussi, c'est que en fait,
vous pouvez pas censurer des transactions sur Bitcoin, mais en revanche, vous pouvez retrouver à qui appartient le portefeuille. Et ça, c'est très facile aujourd'hui. Pourquoi c'est très facile? Parce que la plupart des plateformes, la plupart des chemins pour accéder aux blockchains nécessitent ce qu'on appelle un KYC, c'est-à-dire une vérification d'identité. Donc, à un moment donné, en fait, vous pouvez retrouver la somme. Et souvent, quand on vole des millions, c'est une très mauvaise idée parce que tout le monde est intéressé par la récompense, par exemple, pour retrouver cette personne. Et en fait, des millions sur la blockchain, ça attire l'attention. Donc, en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand il y a des hacks informatiques, ok, il y a des millions qui sont volés, c'est une perte de temps pour tout le monde. Mais dès que les criminels essayent justement de retirer cet argent pour le transformer en monnaie traditionnelle, ben c'est là qu'ils se font prendre. Quasiment tout le temps. Alors, c'est pour ça que finalement, j'ai du mal à comprendre pourquoi les narcotrafiquants qui ont beaucoup de cash, hein, bien sûr, avec tout l'argent de la drogue en France et puis dans le monde, utilisent les cryptos comme machine à blanchir, comme on disait auparavant, même si ça se fait encore aussi des commerces, dans la mesure où ils sont tracés. Oui, alors en fait, ils sont tracés en bout de chaîne. En fait, tant que ça reste dans on pourrait imaginer que tant que ça reste dans l'univers des cryptos, c'est-à-dire qu'ils continuent à s'échanger des bitcoins, à ce moment-là, il y a une traçabilité, mais on garde cette dimension pseudonyme. C'est-à-dire qu'on voit les flux, mais on ne sait pas à qui ils appartiennent. Mais à un moment, ces narcos ou ces trafiquants, il va falloir qu'ils transforment cet argent, ces bitcoins, en monnaie sonnante et trébuchante, en monnaie fiduciaire. Et c'est là qu'on va les repérer. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir utiliser c'est du placement, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, donc ils placent. Mais quel est l'usage d'un placement ou quel est l'intérêt d'un placement que je ne peux jamais récupérer et utiliser dans la vraie vie? Parce que vous ne pouvez pas investir, par exemple, dans une maison, acheter un immeuble avec des bitcoins. Alors je peux. Non, on peut parfaitement. On peut parfaitement, mais à ce moment-là, parce que c'est vrai. Maintenant, on peut aller dans des magasins et faire ses courses en bitcoin. Mais à ce moment-là, on va transformer, on va donner son identité, surtout pour acheter une maison ou un appart, parce qu'on peut acheter même en France une maison en bitcoin, et il y a des tas de pays dans lesquels on peut le faire. Mais à ce moment-là, on lève l'anonymat, parce qu'on peut pas acheter une maison de façon anonyme. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les flux, à un moment, pour pouvoir être utilisés dans la vraie vie, il va falloir lever cet anonymat. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que le cash, à bien des égards, donc le cash, les papiers, le papier, les pièces, alors plutôt le papier dans le cas de blanchiment, et que c'est quand même beaucoup plus simple pour blanchir de l'argent que les cryptos. Les cryptos, c'est vraiment très compliqué, c'est parce que, comme on vient de le souligner, vous êtes tracé. Et alors, aujourd'hui, il y a souvent une erreur qui est faite, qui dit mais avec ton bitcoin on peut rien acheter. Alors c'est faux. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs schémas. Soit le commerçant ou soit la personne, la banque, enfin peu importe, accepte directement le bitcoin, ce qui est quand même assez rare pour toutes les raisons qu'on a évoquées, notamment de volatilité. Alors même si le bitcoin est une entre guillemets des cryptos les moins volatiles du marché, parce que c'est une des cryptos les plus populaires, mais en fait souvent ce qui se passe, et ce qui notamment s'est passé dans l'histoire du cofondateur de Ledger, c'est que les criminels ont voulu recevoir ce qu'on appelle des stablecoins. En fait, les stablecoins, c'est des tokens, des cryptos sur blockchain qui sont dont la valeur est arrimée à celle d'une monnaie traditionnelle. Donc en fait, vous avez des stablecoins dollars, vous avez des stablecoins euros, et en fait, la promesse, c'est que leur valeur soit toujours, par exemple, un stablecoin égale un euro, un stablecoin égale un dollar. Un sujet, puisqu'on parlait de la création de notre crypto, là, on va lancer ça avec Manu et Jamel, en fait, au standard, la crypto Sud Radio. Si on veut lancer une crypto Sud Radio, on peut le faire. Et comment on fixe la valeur? Alors en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'au départ, vous allez mettre de l'argent dans ce qu'on appelle un smart contract, donc c'est un code informatique qui est compatible avec la blockchain. Vous allez rentrer, l'équivalent de 1000 euros. En fait, il y a 1000 euros au départ, vous allez émettre 1000 euros de tokens, et en fait, les gens après vont en acheter, donc ils vont arriver avec la monnaie du réseau. Et par exemple, si je passe par Ethereum, j'ai des bêtises. Alors, les gens qui viennent investir, c'est très concret, mais les gens qui viennent investir dans cette crypto Sud Radio qu'on vient de lancer, et vous l'avez dit, Stéphane Moller, il faut avoir de la confiance. Comment ils peuvent avoir confiance en nous? Ça, c'est Sud Radio. Mais d'instiller en fait cette confiance pour que finalement je ne récupère pas tout l'argent et puis ciao, je pars en vacances à l'autre bout de la planète. En fait, si la crypto a une valeur d'usage, les gens
pourront l'acheter. Imaginez que vous ayez besoin de payer un abonnement pour pouvoir écouter Sud Radio. Ouais. Vous pouvez émettre cette crypto et on va pouvoir payer l'abonnement pour pouvoir écouter Sud Radio en échange de ces jetons. Donc là, il y a une valeur d'usage. Et il y a des tas de plateformes qui fonctionnent avec ces systèmes d'abonnement, donc pour lesquels la crypto serait légitime. En l'espèce, n'importe qui peut écouter Sud Radio. Il n'y a pas besoin de payer pour ça. Et par conséquent, il y a peu de probabilité que, à part si elle est à votre effigie, évidemment, et que les gens vont s'arracher les pièces, voilà, cette Crypto est un intérêt et une valeur d'usage. Donc probablement, elle ne décollera pas en valeur. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont essayé, mais qui sont plantés, quoi. Oui, tout à fait, exactement. En fait, il y a plusieurs manières aussi, c'est-à-dire que on va analyser le code informatique. Donc souvent, dans le code informatique, il y a des paramètres qui vont dire, par exemple, que le propriétaire, donc celui qui a créé le même coin ou la crypto, peut pas partir avec la caisse. Ça existe. Et après, il y a ce qu'on appelle, en général, dans l'univers crypto, un livre blanc. C'est-à-dire qu'en fait, le livre blanc, c'est en gros, c'est quoi votre token, c'est quoi votre monnaie, est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que à quoi ça donne accès? Et en fait, en fonction de ça, des gens vont acheter, soit par pure spéculation, soit parce qu'ils vont vouloir dépenser ou soutenir Sud Radio. Il y a vraiment tout un cas d'usage, mais il y a aussi des petits paramètres un peu compliqués, certes, pour justement s'assurer que le propriétaire ou celui qui en est à l'origine ne parte pas avec la caisse, comme vous l'avez souligné au début. Mais ni plus ni moins que quand une entreprise émet des actions ou des obligations. C'est-à-dire que ça devient un instrument de financement de l'économie. Oui, mais vous voyez, entre guillemets, l'investissement de l'entreprise, son évolution, elle construit une nouvelle usine, elle voyait un produit. Avec le Bitcoin, vous voyez pas forcément le produit vendu dans les magasins. Oui, c'est ça. Avec le Bitcoin, non, mais avec beaucoup de crypto-actifs, oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de crypto-actifs qui sont créés et qui servent à tracer des produits, payer des licences, etc., qui ont un usage, une utilité économique, une vraie utilité économique. Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies vont supplanter toutes les autres monnaies qui existent aujourd'hui, le dollar, l'euro, etc., le yen? Alors, ça c'est une vraie question sociétale intéressante. C'est vrai, l'or, etc., tous les autres placements. Alors évidemment, faut jamais dire jamais, mais par exemple, ce qui va très probablement se passer, c'est que les banques centrales vont émettre des monnaies numériques de banques centrales, donc très probablement, aujourd'hui on n'en parle pas trop, mais ça c'est mon pari, c'est peut-être mon commentaire à moi, sur blockchain, alors que ce soit leur blockchain à elle ou sur d'autres blockchains, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum dans un premier temps. Donc il y aura des monnaies numériques de banque centrale, et donc justement il y aura aussi ce qu'on appelle des stablecoins, et en fait les stablecoins, ça peut être assimilé à une sorte de monnaie de banque, une monnaie commerciale. Et en fait ces stablecoins sont très probablement en grande partie le futur des monnaies légales. Donc demain, il y aura moins d'espèces. Pas souvent on nous dit que ça va pas disparaître. Il y a des endroits où le cash disparaît. Vous allez en Chine aujourd'hui, dans certaines villes, il n'y a plus de cash. C'est uniquement avec votre téléphone et même pas de exactement. carte. Oui. Et c'est un QR code, exactement. C'est un QR code. Donc, oh là là. En fait, c'est la problématique de la confiance. C'est la problématique de la confiance, une fois de plus. C'est-à-dire que quand on émet des dollars ou des euros, on fait fonctionner la planche à billets, ça génère de l'inflation, et donc quelque part, on dévalorise la monnaie. Et donc la question centrale, c'est est-ce qu'à un moment, les gens auront plus confiance dans une monnaie qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde que dans une monnaie d'État? C'est une vraie question sociétale et il n'y a pas de réponse immédiate. Merci Louis Tellier, journaliste de Big Whale. Allez voir sur Internet, et Stéphane Moller, spécialiste en gestion de patrimoine et des cryptos. Dans un instant, c'est pas virtuel, c'est Gilles Ganzmann, évidemment, Valérie Expert, André Berkoff aussi, qui sera bien là ce midi. Les vraies voix, et puis le foot. N'oubliez pas, soir. Oula, je sais, Manu et puis Guy Carlier et Philippe David sont en train de préparer les matchs de la semaine. Ce soir, rendez-vous à 20h, les vraies voix du foot.